Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France. Nous sommes réunis pour réfléchir à la transformation du système de santé français et également à la promotion de la souveraineté en santé qui est un réel enjeu aujourd'hui en France. Et pour réfléchir à cette thématique, nous accueillons Antoine Tenière. Bonjour Antoine. Bonjour Edwige. Vous êtes le directeur général de Paris Santé Campus et le président de l'association des acteurs de la French Care. Alors la souveraineté en santé est aujourd'hui un enjeu effectivement tout à fait stratégique. On en a pris conscience notamment à l'occasion de l'épidémie de Covid il y a 5 ans. Et on va voir quelles ont été les réactions du secteur pour éviter, prévenir, anticiper de nouvelles pénuries, que ce soit de médicaments ou de dispositifs médicaux. Alors peut-être qu'on va commencer par un truc très simple, c'est déjà de savoir ce que c'est qu'être souverain en santé pour un pays. Ça signifie quoi très concrètement ? Ça veut dire très simplement être autonome dans sa capacité à gérer les besoins immédiats du fonctionnement de son système de santé. Et donc ça se pense évidemment à l'échelle organisationnelle, à l'échelle industrielle, mais aussi aujourd'hui à l'échelle numérique. Et c'est un sujet dont on va probablement reparler, mais qui est absolument central. Vous mentionniez tout à l'heure l'épidémie de Covid. Effectivement, on a vu un certain nombre d'enjeux sur l'interrelation très forte entre les pays sur la production de médicaments, sur la production de matériel. Notamment, on sait qu'il y a quelques pays qui concentrent des composants indispensables, les cartes mères de dispositifs numériques, les disques durs, etc., qui sont aujourd'hui intégrés dans des matériels comme les respirateurs dont on a eu largement besoin pendant la crise Covid. Et donc, la réflexion centrale pour la France et puis surtout pour l'Europe, c'est de savoir comment l'ensemble des États membres s'organisent pour assurer ensemble la souveraineté justement dans la capacité de produire les besoins nécessaires pour leur système de santé, à la fois dans le fonctionnement quotidien et puis également dans la préparation et l'organisation en cas de crise. Alors, vous l'avez effectivement mentionné, on a pris réellement conscience de tout ça, en tout cas le secteur pendant la pandémie, au niveau national mais aussi au niveau européen. Qu'est-ce qui depuis a été mis en place, coordonné au niveau national et apparemment aussi au niveau européen ? Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et notamment, on avait accueilli à Paris Santé Campus, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, un sommet de l'ensemble des ministres de la Santé européens qui était dédié justement à définir une stratégie et une organisation pour assurer la souveraineté sanitaire industrielle en Europe. Et donc, c'est l'identification, par exemple, de listes de médicaments indispensables, la relocalisation ou l'organisation dans la production de ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des molécules qui vont servir la production de médicaments sur les différents États membres, et puis l'organisation pour faire en sorte que, à l'échelle des 27 États membres, on soit capable de pouvoir produire pour certains du paracétamol, pour d'autres des antibiotiques, pour d'autres encore tel médicament de réanimation, etc. Et donc évidemment c'est un mouvement de fond qui prend du temps, mais qui progresse et qui permet, malgré les difficultés qu'on voit encore aujourd'hui, notamment sur l'approvisionnement de certains médicaments, de s'assurer que, en fonctionnement normal et en situation de crise, eh bien, l'Europe ne sera pas dépendante ou complètement dépendante d'autres pays pour la production de ces ressources indispensables. Alors vous le dites, effectivement, c'est un mouvement de fond qui prend du temps. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux qu'on peut faire 5 ans après cette pandémie ? Dernièrement encore, les médecins psychiatres ont lancé une alerte en disant qu'il y avait des pénuries de médicaments psychotropes et antidépresseurs sans vraiment d'alternative thérapeutique. Je retrouvais aussi une étude de l'Institut Montaigne en 2002 qui précisait que 75% de l'offre de molécules critiques était encore fabriquée en Asie. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Finalement, qu'est-ce que ces pénuries qu'on voit encore dans l'actualité disent aujourd'hui de l'état de notre souveraineté ? Alors il y a beaucoup d'éléments effectivement qui sont intéressants dans ces chiffres-là, et le travail se fait
évidemment avec les industriels, évidemment avec les professionnels de santé, et puis évidemment avec l'État qui met en place un certain nombre de cadres pour s'assurer, notamment dans la relation avec les producteurs de médicaments, qu'on puisse mettre à disposition les ressources nécessaires. La difficulté, c'est que la demande est évidemment mondiale, la production est répartie dans certains pays, et donc l'objectif, c'est d'arriver sur les listes de médicaments indispensables, sur les listes de médicaments en pénurie, à assurer la relocalisation, la production sur le sol européen ou la priorisation en fonction des molécules quand ces molécules sont produites à l'étranger. Donc c'est un enjeu qui est à la fois technologique, industriel, économique, diplomatique bien évidemment aussi. Et on voit effectivement malheureusement que en fonction des épidémies, on a eu une épidémie infectieuse avec le Covid, on a aujourd'hui des enjeux autour de la santé mentale, eh bien ça va démasquer des tensions d'approvisionnement, clairement, comme celles qu'on a connues pendant le Covid avec les médicaments de réanimation et qu'on voit aujourd'hui sur certains antibiotiques ou qu'on voit sur certains médicaments psychotropes. Voilà. Et donc tout l'enjeu, c'est d'essayer d'ajuster au mieux le ratio entre les besoins de santé identifiés et puis les éléments qu'on met en place et notamment la production de médicaments. Et donc c'est une négociation avec les industriels. Très clairement, la situation géopolitique actuelle, notamment sur les enjeux autour des droits de douane, sur les enjeux autour de la tarification des médicaments, même si les choses ne sont pas encore complètement claires et stabilisées, mais font l'objet de discussions intenses à l'échelle internationale, ce sont des éléments qui vont influer sur notre capacité à approvisionner ou à être approvisionné justement en molécules indispensables si on prend ce sujet-là. Influer dans quel sens ? C'est tout le travail, tout l'enjeu du travail qui est en cours en ce moment. Donc c'est de la négociation de diplomatie économique qui est essentielle parce que évidemment les industriels regardent le sujet avec des tarifications qui peuvent être différentes en fonction des zones, avec le prisme évidemment des relations avec chacun des États, mais aussi de leur équilibre économique. Alors, vous parlez des industriels, vous avez parlé aussi de relocalisation, qui est souvent effectivement présenté comme l'un des leviers pour agir. C'est un objectif, vous disiez tout à l'heure, c'est un mouvement de fond. On en est plus ou moins à court terme, ou finalement il faut aussi activer d'autres leviers ? Alors, il faut dire quand même que la situation n'est pas si négative que ça, parce qu'on a beaucoup d'acteurs et d'atouts en France et en Europe. On a des grands acteurs des API, on a des grands acteurs des médicaments. On a également des acteurs qui émergent du numérique. On n'a pas encore abordé ce sujet-là, mais c'est un sujet central. Et puis, dans le numérique, j'inclus les sujets intelligence artificielle. Donc, il faut d'abord aider ces acteurs-là à élargir ou augmenter leur capacité de production, intégrer des nouvelles chaînes sur des médicaments qu'on veut réintégrer dans notre souveraineté sanitaire industrielle, et puis s'assurer qu'ils puissent se développer sur le marché européen, c'est-à-dire avoir la capacité de recruter, avoir des marchés et des tarifs qui sont adaptés, qui correspondent finalement aux besoins de santé. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément qui est mis en place notamment avec Chose France, c'est la capacité d'attirer des acteurs étrangers pour investir ou pour produire sur le sol français et sur le sol européen et mettre à disposition justement des populations ces médicaments. Et puis le troisième élément qui est important aussi, parce qu'on parle de ce qui existe, mais on regarde bien sûr ce qui arrive, c'est notre capacité à produire des nouveaux médicaments, faciliter le trajet de l'innovation et faire en sorte que l'accès auprès des patients pour des nouvelles molécules, des nouvelles approches, des nouvelles thérapies, des nouveaux dispositifs puisse se faire dans des bonnes conditions, c'est-à-dire des capacités de développement pour les acteurs qui vont les produire et puis des temps d'accès qui soient adaptés aussi aux attentes et aux besoins de la société. Vous parlez de nouveaux médicaments et souvent, effectivement, on parle de l'innovation en santé et de l'innovation numérique en santé. C'est vrai qu'en tant que directeur général de Paris Santé Campus, vous êtes au cœur de cet écosystème. Comment est-ce que le numérique peut être un levier et une solution, une reconquête pour cette notion de souveraineté en santé ? Alors le numérique, il est central parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il irrigue dans toutes les activités de la santé. Évidemment, dans les activités économiques, mais également dans les activités de soins, dans les activités de recherche. Et donc, être en capacité d'assurer sa souveraineté numérique, c'est absolument indispensable. À la fois parce qu'évidemment, on protège nos données, on protège notre expertise, mais également parce que
quand vous êtes engagé avec des fournisseurs, notamment de cloud, les transferts, si les clouds ne sont pas souverains, sont souvent assez prohibitifs en termes d'enjeux économiques, organisationnels, etc. Et donc c'est très important. On a dans le cadre européen un certain nombre de textes fondateurs, le RGPD, l'IA Act, et puis des standards, notamment le standard qu'on appelle SecNum Cloud, avec pour la santé spécifiquement des certifications en termes de sécurité, notamment HDS, hébergeur de données de santé, qui sont des éléments indispensables et qui garantissent un niveau de sécurité adapté. Donc c'est essentiel, même si ça peut représenter effectivement certaines contraintes supplémentaires par rapport à un domaine complètement dérégulé, de se mettre dans ces standards-là, parce que c'est ça qui va garantir la capacité pour les jeunes entreprises, pour les industriels, à produire de la donnée dans des conditions qui sont protégées, à en être maître et puis à en rester ensuite souverain. Et c'est évidemment indispensable pour la donnée qui existe aujourd'hui, mais encore plus quand on voit le développement extrêmement rapide de l'intelligence artificielle qui va se nourrir de ces données. Et ça, c'est essentiel, effectivement, cette notion de données et de données en santé pour la recherche et pour nourrir la recherche dans les prochains temps. Oui, absolument. Et en fait, ça doit être un réflexe primaire, si je puis dire. C'est-à-dire que quand une jeune entreprise se crée, quand elle va développer des bases de données, il faut qu'immédiatement, elle se dise je dois être dans ces standards parce que c'est ça qui va me permettre de garantir mon évolution, ma souveraineté, ma sécurité. On voit très bien, pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet ou qui n'étaient pas tout à fait conscients des enjeux, dans les discussions actuelles sur le plan international, la façon dont la donnée va être un enjeu et un levier majeur et dont elle peut être capturée de façon illégale ou avec des moyens détournés par certaines organisations qui vont aller chercher justement des données personnelles pour recréer des identités, des données spécifiques pour éventuellement bloquer des systèmes ou avoir des attaques malveillantes. Et donc cet enjeu de souveraineté et de sécurité, il est absolument indispensable. On a vu malheureusement avec les attaques d'hôpitaux, avec les questions autour du stockage de données de santé, la façon dont tout ça est essentiel. Venons-en maintenant à votre deuxième casquette, qui est celle de président des acteurs de la French Care, parce que la French Care, dans cette problématique de souveraineté, a aussi un rôle à jouer et a en partie été créée pour ça. Comment est-ce qu'elle peut activer cette relocalisation, ce renforcement industriel, cette coopération aussi que vous décrivez entre tous les acteurs ? Alors la French Care, effectivement, a un rôle très clair à jouer. Moi, je me félicite qu'en seulement 3 ans, elle rassemble aujourd'hui près de 1000 membres, start-up, industriels, grands acteurs de la santé. Et on voit que la dynamique, en fait, est extrêmement forte. Elle correspond probablement à un besoin qu'il y avait d'arriver à créer un mouvement commun qui permettent à ces acteurs engagés dans la santé de réfléchir, de discuter et de travailler mieux ensemble pour développer des projets. La réalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a énormément de force en France, mais que parfois on ne sait pas bien les assembler ou les mettre en synergie. Et donc c'est un des rôles justement de la French Care et des acteurs de la French Care d'arriver à mieux coordonner les expertises qui sont présentes et faire en sorte que les bonnes idées qui émergent trouvent ensuite de quoi se déployer avec des partenariats, des clients et des hôpitaux ou des terrains de soins qui vont être vraiment vecteurs et catalyseurs de ces innovations. Pour conclure, peut-être redonner tous ces atouts français qui font que en fait, cette souveraineté en santé est quelque chose qui est abordable et qui est faisable en fait, pour quelque part redonner une perspective. Oui, alors en fait, il faut prendre une chaîne de valeur et donc de l'expertise scientifique, un héritage médical, un tissu d'innovation qui est riche, des industriels de grande qualité, aujourd'hui un marché qui s'élargit avec l'Europe, une volonté politique qui est forte et puis une conscience partagée des enjeux de souveraineté. Je crois que tous les éléments s'alignent aujourd'hui justement pour qu'on puisse être vraiment dans cette logique d'être à la fois à la hauteur de notre héritage et puis dans les grandes ambitions de l'innovation en santé. Merci beaucoup Antoine Tenière. Merci Edwige.